Chers amis, bonjour. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle page de culture. Une page de culture littéraire aujourd'hui. En effet, nous allons étudier un texte magnifique d'une chanson de Georges Brassens, s'intitulant Vénus Callipyge. Chanson que je ne passerai pas pour des raisons de droit d'auteur et que je ne chanterai pas non plus pour ne pas perdre d'auditeurs. J'entends parfois des gens critiquer Brassens. En général, il s'agit de personnes qui ne comprennent pas ces chansons, car on ne peut pas ne pas aimer Brassens. Certains disent que la musique de Brassens est facile. Les guitaristes qui savent jouer du Brassens pourront vous dire le contraire. Pourtant, il apprit la musique tout seul et revendiqua souvent le fait qu'il n'était pas musicien. Dans l'un de ses enregistrements, on l'entend dire « Je ne suis pas un musicien, je ne sais pas ce qu'est une note et je ne veux pas le savoir ». Belle leçon d'humilité. Il en va de même pour les paroles de ces textes qui sont beaucoup plus subtiles qu'on pourrait le penser. Certaines références ne sont compréhensibles qu'à des initiés, et il utilisait quantité de mots qui ne sont plus employés depuis belle lurette, ce que l'on appelle joliment des archaïsmes, des mots oubliés, mais qui souvent ne manquaient pas de charme. Brassens avait le bon goût de leur redonner vie. C'est le cas dans le titre de la chanson qui nous intéresse ici, avec le mot callipyge. Ce superbe mot vient du grec kalos, signifiant beauté, et pugé, qui veut dire fesse. Callipyge signifie donc qui a de belles fesses. Je ne suis ni polyglotte, ni troglodyte, comme disait le regretté Léon Zitrone, mais à ma connaissance, le français est la seule langue qui comporte un adjectif signifiant relatif au beau fessier. Gloire à la langue de Molière. Le mot Vénus, faut-il le préciser, désigne la déesse romaine de l'amour et par antonomase une très jolie femme. C'est ce nom qui donne naissance à l'adjectif vénérien désignant une maladie sexuellement transmissible. Mais passons à la chanson. Ce texte est donc presque une déclaration d'amour, ou pour le moins un éloge merveilleux à la partie la plus charnue du corps féminin, celle que Brassens nomme dans sa chanson Le mauvais sujet repenti, l'endroit où le dos ressemble à la lune. Alors même si Brassens disait que ses chansons étaient faites pour être chantées par des gens qui ne savent pas chanter, je ne m'y essaierai pas aujourd'hui. Le texte commence ainsi. Que jamais l'art abstrait, qui sévit maintenant, n'enlève à vos attraits ce volume étonnant. L'art abstrait en peinture a tendance à privilégier une vision plus figurative des objets peints, une vision beaucoup plus abstraite, où il faut même parfois de l'imagination pour deviner ce qui est représenté, utilisant des formes anguleuses. Ce qui n'est pas la plus belle façon, vous en conviendrez, de rendre hommage aux fesses d'une dame. Brassens serait, à mon avis, plus enclin à voir un nu féminin représenté par un peintre réaliste. Dans le deuxième vers, le mot attrait fait bien sûr référence aux fesses de la belle. Les deux vers prennent alors tout leur sens. Que jamais l'art abstrait qui sévit maintenant n'enlève à vos attraits ce volume étonnant. Brassens, a priori, est pour les rondeurs. La chanson se poursuit ainsi. Aux temps où les faux culs sont la majorité, gloire à celui qui dit toute la vérité. Brassens utilise ici un magnifique jeu de mots en utilisant l'expression faux cul au sens propre et au sens figuré. En effet, un faux cul désigne un hypocrite. Un cul hypocrite serait donc un cul qui ne dit pas toute la vérité. Peut-être un cul qui se cacherait derrière des vêtements trop amples pour souligner ses formes. On peut l'imaginer. C'est pourquoi Brassens joue aussi sur le sens propre de faux cul, car un vrai cul qui se respecte se montre. C'est ce qu'il nous dit dans le vers suivant. Gloire à celui qui dit toute la vérité. Un cul qui dit toute la vérité est un cul magnifique. Mais voici qu'arrive le deuxième couplet. Votre dos perd son nom avec si bonne grâce qu'on ne peut s'empêcher de lui donner raison. Image magnifique de Brassens. Votre dos perd son nom. On imagine un regard qui admire le dos d'une femme et qui descend lentement et lentement. On arrive à l'endroit où le dos perd effectivement son nom pour s'appeler fesses. Mais attention, le dos décrit par Brassens sait perdre son nom avec grâce. C'est pourquoi on lui donne raison. Troisième et quatrième vers.
Que ne suis-je, madame, un poète de race, pour dire à sa louange un immortel blason? Un blason est un poème descriptif qui fait l'éloge de ce qui est décrit. Cet éloge aux fesses féminines que l'on doit à ce bon Georges est effectivement immortel. Mais voici déjà le troisième couplet. En le voyant passer, j'en eus la chair de poule. Pourquoi Georges, en effet, regarderait-il le ciel ou le bout de ses chaussures s'il voit passer un cul splendide? Je vous pose la question. Nous dirons qu'il bénéficie de circonstances atténuantes, mais voici la suite. Enfin, je vins au monde, et depuis je lui voue un culte véritable, et quand je perds aux boules, en embrassant Fanny, je ne pense qu'à vous. Sacré Brassens, en voyant passer cette magnifique femme, ses formes voluptueuses, il vint au monde. Ce fut pour lui comme une révélation, une deuxième naissance, à l'instar de Dionysos. C'est pourquoi, maintenant, il lui voue un véritable culte. La référence religieuse n'est pas innocente puisque par la suite il précise que lorsqu'il perd aux boules, en embrassant Fanny, il ne pense qu'à elle. Il embrasse Fanny comme les orthodoxes embrassent les images pieuses. Brassens réinvente la religion, la sienne étant beaucoup plus saine que celle de certains extrémistes. Mais revenons à Fanny. Qui ne connaît pas la coutume des joueurs de pétanque où celui qui perd 13-0 doit embrasser le cul d'une Fanny dessinée ou sculptée? C'est d'ailleurs plus amusant quand c'est en relief. Brassens se soumet à cette embrassade, mais sans tromper sa belle, puisqu'il ne pense qu'à elle en sacrifiant à la tradition. Un dernier mot sur Fanny, et j'en aurai terminé. Il est intéressant de noter qu'en argot américain, le mot Fanny signifie fesse. Comme l'on dit, la boucle est bouclée. Quatrième couplet. Pour obtenir, madame, un galbe de cet ordre, vous devez torturer les gens de votre entour, donner au couturier bien du fil à retordre, et vous devez crever votre dame d'atour. Le galbe désigne bien sûr une courbe harmonieuse. Peut-on imaginer mot plus superbe pour qualifier une femme calipige? La belle donne du fil à retordre au couturier car ses formes sont si généreuses que la robe n'est pas aisée à créer. Brassens utilise encore cette expression au sens propre ainsi qu'au sens figuré, puisqu'avoir du fil à retordre signifie effectuer une tâche difficile. Il finit par dire qu'elle va crever sa dame d'atour. Alors aujourd'hui, nous dirions son habilleuse, car les atours d'une femme désignent ses vêtements, ses bijoux et tout ce qu'elle utilise pour magnifier sa beauté, pour le plus grand bonheur de la gent masculine. Le cinquième couplet est le moins compris de tous. C'est fort dommage car il s'agit du passage le plus drôle. C'est le duc de Bordeaux qui s'en va tête basse, car il ressemble au mien comme deux gouttes d'eau. S'il ressemblait au vôtre, on dirait quand il passe, c'est un joli garçon que le duc de Bordeaux. Alors, Brassens fait référence à une chanson satirique du XIXe siècle qui disait ceci. Le duc de Bordeaux ressemble à son père à son frère et son frère à mon cul. De là, je conclus que le duc de Bordeaux ressemble à mon cul comme deux gouttes d'eau. Cette chanson, dont je vous épargne l'air, est une satire se moquant du duc de Bordeaux, prétendant à la couronne de France en 1871. Nombreux furent ses détracteurs, et cette chanson était très célèbre à l'époque pour le plus grand bonheur du duc. Les curieux parmi vous chercheront, j'en suis sûr, une photo de l'intéressé pour vérifier si la ressemblance est là. Je vous laisse faire et n'en dirai rien. Ce n'est pas le sujet de notre propos séant. Néanmoins, revenons à notre texte qui prend à la lumière de ces éclaircissements tout son sens. C'est le duc de Bordeaux qui s'en va tête basse, car il ressemble au mien comme deux gouttes d'eau. S'il ressemblait au vôtre, on dirait quand il passe, c'est un joli garçon que le duc de Bordeaux. Oui, décidément, monsieur le duc a des raisons de baisser le regard. Mais si sa tête ressemblait à votre cul, ma chère, on pourrait dire que le duc de Bordeaux est un joli garçon. Pour le plaisir, je vous donne le second couplet de la chanson du 19e. Le duc de Chevreuse, ayant déclaré que tous les cocus devaient périr noyés, madame de Chevreuse lui a demandé s'il était sûr de bien savoir nager. Sans commentaire. Sixième couplet. Ne faites aucun cas des jaloux qui professent que vous avez placé votre orgueil un peu bas. La belle dame doit faire fi des commentaires des jaloux de son beau postérieur, objet d'orgueil. Que vous présumez trop en somme de vos fesses, et surtout par faveur, ne vous asseyez pas. Brassens joue ici sur une dérivation de l'expression présumée de ses forces,
transformé en présumé de ses fesses. Mais apparemment, la dame en question a bien les moyens d'afficher ses prétentions. Brassens demande à la dame la faveur de ne pas s'asseoir. Il joue sur l'expression s'asseoir sur quelque chose, qui signifie ne pas s'en soucier, s'en moquer. Par exemple, quand on dit tes commentaires, je m'assois dessus. La Vénus callipyge ne peut donc s'asseoir sur ses fesses car elle ne peut dénigrer son éminence charnue, comme disait Brassens dans sa chanson très drôle et encore une fois trop peu connue, Tonton Nestor. Dans le 7e couplet, Brassens nous dit laissez-les raconter qu'en sortant de calèche, la brise a fait voler votre robe et qu'on vit, écrite dans un cœur transpercé d'une flèche, cette expression triviale à Julot pour la vie. Bienheureux courant d'air, ceux dont Brassens parlait déjà dans sa chanson Sur le pont du Gard, où il demande aux jeunes femmes de prendre garde à leurs jupons à cause du vent fripon. Le vent bien inspiré, sans jeu de mots, fait voler la robe de notre Marilyn de boulevard, découvrant une partie de ses fesses, oh, juste assez pour voir un tatouage, ce qui lui donne tout de suite un petit aspect rebelle qui n'est pas pour déplaire à Brassens apparemment. Dans ce cœur transpercé d'une flèche est écrit « À Julot pour la vie ». Alors Julot est le diminutif affectueux de Jules. Le mot Jules est souvent utilisé pour désigner les maris ou compagnons d'une femme en général. On parle familièrement d'une femme et de son Jules, comme on parle d'ailleurs d'un homme et de sa Julie. Mais on peut aller plus loin si l'on sait qu'un Julot, dans le langage argotique, est un maquereau. Comprenez, un proxénète. Cette considération nous fait passer la belle d'un statut de rebelle à un autre, beaucoup moins flatteur. Le pénultième couplet nous dit « Laissez-les dire encore qu'à la cour d'Angleterre, faisant la révérence au souverain anglois, vous êtes patatras tombés assis à terre. La loi de la pesanteur est dure, mais c'est la loi. » Voici notre Vénus chez nos meilleurs ennemis, les Anglais, ou devrais-je dire les Anglois. Elle fait montre de respect envers le roi d'Angleterre, mais le poids apparemment non négligeable de son arrière-train la déséquilibre et la fait choir. Brassens utilise encore une dérivation d'une expression célèbre qui nous vient du latin dura lex sed lex, signifiant la loi est dure, mais c'est la loi. Brassens transforme cette expression, pour notre plus grand bonheur, la loi de la pesanteur est dure, mais c'est la loi. Et c'est un Brassens empreint d'humilité qui nous raconte ceci dans son dernier couplet. Nul ne peut aujourd'hui trépasser sans voir Naples. À l'assaut des chefs-d'œuvre, ils veulent tous courir. Mes ambitions à moi sont bien plus raisonnables, voir votre académie, madame, et puis mourir. Brassens fait bien sûr référence à la célèbre expression « voir Naples et mourir ». Les origines de cette expression ne sont pas sûres et les versions divergent, mais il semble que ce soit Goethe qui l'ait prononcé le premier. Brassens, quant à lui, se contentera de l'Académie de Sabelle. Brassens utilise ici une acception assez rare d'académie. Le corps considéré d'un point de vue esthétique. On comprend de quelle partie du corps il est question ici. Voici pour cette petite explication littéraire qui aura plu, je l'espère, aux inconditionnels de Brassens et qui aura fait découvrir aux autres ce grand poète du XXe siècle. Il est vraiment dommage que les rares radios qui nous permettent d'entendre les chansons du Grand Georges passent toujours les mêmes, 5 ou 6 différentes au maximum, alors que moi, qui connais intégralement l'œuvre de Brassens, je puis vous assurer qu'elle comporte de nombreux chefs-d'œuvre peu connus, tels que cette chanson que nous avons vue aujourd'hui. Pourquoi les radios ne programment-elles pas des chansons moins connues de certains chanteurs? Ceci est une autre histoire. Merci et à très bientôt.